Et si on matait une série avec des néons, du jeu de rôle, du rétro à foison et des monstres bien dégueux? Focus sur une série qui sent bon les années 80, le fluo et le fantastique à la Stephen King, tout ce que j'aime en fait. Aujourd'hui, on va parler de Stranger Things. Depuis quelques années, on assiste à un véritable revival des années 80 et 90, que ce soit avec des remakes de vieilles licences ciné ou jeux vidéo. La nostalgie revient en force et rapporte énormément. Beaucoup voulaient surfer sur cette vague nostalgique en tirant leur profit du côté de ces fameux remakes, mais certains ont décidé de profiter de ce phénomène de façon plus originale. Stranger Things est une série composée pour le moment de 4 saisons, réalisée par Matt et Rose Duffer et diffusée depuis 2016 sur Netflix. Tout d'abord vue comme un hommage aux années 70 et 80, que ce soit ses films, sa musique, son univers esthétique ou encore son scénario, la série est très vite devenue un phénomène mondial et l'un des shows les plus vus de Netflix, bon derrière Squid Game, mais c'est déjà pas mal. L'un des points majeurs de la série, notamment dans les premières saisons, est l'abondance, voire surabondance de références aux années 80 présentes dans la série. Et afin de vous montrer l'importance de ces références, on va tenter un petit résumé référencé de la saison 1. C'est l'histoire des Goonies qui un jour perdent un de leurs potes dans une faille spatio-temporelle assez bizarre à coup de soucis d'électricité et d'une mystérieuse créature. Ils décident donc de se stand-by-miser pour le retrouver et tombent sur une étrange créature nommée Eleven au beau milieu de la forêt. Plus tard, on apprend que l'un des Goonies a été kidnappé par ce qui semble être un cousin d'Alien le 8e passager et vont utiliser leur nouvelle copine dotée de super pouvoirs de télékinésie afin de savoir où il est et de le ramener dans le monde réel. En parallèle, Nancy, la grande sœur un peu chiante, décide de vivre pleinement sa vie d'ado avec Steve, le forban, sauf que sa meilleure amie s'est aussi fait alpaguer par le cousin du xénomorphe et a eu beaucoup moins de chance que Will. Elle décide donc de la chercher avec Jonathan, le frère de Will, ce qui n'est pas du goût du forban qui commence à piquer une crise de jalousie. Ce dernier se pointe pour régler son compte à Jonathan, mais va finalement régler le compte du démon Gorgon qui avait envahi la maison des Byers et devenir finalement un allié. Les Goonies réussissent à sauver Willy de l'Upside Down, tout est bien qui finit bien, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, sauf qu'il y a un gros cliffhanger à coup de limace et c'est la fin. Mélanger des références ultra connues du grand public est souvent un défi un peu casse-gueule car certaines ont tellement été utilisées qu'elles sont souvent devenues des clichés. Et pourtant là ça marche! Les références naviguent entre l'hommage visuel avec ses plans clairement pompés sur E.T. l'extraterrestre, les clins d'œil discrets à des auteurs comme Stephen King et les personnages qui rentrent dans les stéréotypes des persos de films des années 80. D'ailleurs, en parlant de personnages, la série se centre principalement sur la bande de gamins dans la première saison qui seront d'ailleurs les plus motivés à retrouver Will, mais également sur Eleven dont on apprend l'histoire via des flashbacks. À partir de la saison 2, on se concentre plus sur l'entourage des gamins comme Joyce, la mère de Will, Nancy et Steve, ainsi que Max et son frère Billy, les deux petits nouveaux de la saison 2. Les personnages peuvent paraître un peu clichés au premier abord, mais c'est justement ce côté cliché qui fait que l'on s'attache très vite à eux. En ce qui concerne les acteurs, rien à reprocher, les enfants sont tous très bons, mention spéciale à Millie Bobby Brown qui passe de l'innocente petite fille qui découvre le monde à une super télépathe capable de tuer des mecs armés par la pensée, Winona Ryder qui fait clairement son comeback avec cette série et ça fait du bien, putain, et même les autres acteurs ados se débrouillent très bien. Malgré le phénomène lors de sa première diffusion, beaucoup ont reproché à la série d'être trop centrée sur cet univers vintage et d'en faire un peu trop afin de ramener le plus large public. En même temps, quand on voit le trailer de la saison 2 avec Michael Jackson en fond sonore... Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood.
On se doute qu'ils l'ont fait un peu exprès. La saison 2 va continuer dans cette vibe années 80 ultra référencée avec une sombre intrigue d'esprit démoniaque, de possession et de Darkest Dogs. On continue d'explorer cet univers fantastique à base d'intrigues sur des phénomènes paranormaux, d'expériences interdites et de références aux années 80, et la recette continue de marcher. C'est à partir de la saison 3 que les choses commencent à se compliquer. En effet, la saison 3 explore l'entrée dans l'adolescence des héros, mais aussi des acteurs, parce que oui, entre-temps, les acteurs ont bien grandi, mais commence également à donner de l'importance aux acteurs plus âgés, notamment Nancy, qui passe d'une innocente jeune fille intello à une future journaliste ambitieuse et une enquêtrice au bollocks plus grande qu'un démon-gorgon. On sent également que le fameux Upside Down commence à prendre de plus en plus de place dans le monde réel et que d'autres pays s'y intéressent, notamment la Russie, avec l'arrivée du cliché du tueur soviétique sans pitié frustré d'avoir échoué au casting de Terminator. Un petit goût mi-figue mi-raisin à la fin de la saison 3, malgré un final assez cool. Une saison qui servira de transition pour une potentielle suite avec cette question qui se pose: que peuvent-ils bien raconter après ça? Et en 2022 est sortie la saison 4 de la série, qui a mis tout le monde d'accord. Contrairement à la saison 3 qui se centrait plus sur les personnages et leur passage à l'adolescence, la saison 4 revient à la recette de ce qui faisait le succès des premières saisons, de l'horreur, du mystère, du fantastique, des monstres dégueux et le retour du Scooby Gang. On a enfin passé le cap de la découverte de l'adolescence et on se recentre sur l'intrigue en présentant enfin l'origine du mal qui ronge la ville d'Hawkins, un mystérieux mort-vivant nommé Vecna. On retrouve également l'aspect enquête avec la bande d'ados, plus les grands qui se joignent à l'intrigue, les histoires parallèles, notamment en Russie, sont bien gérées et l'univers des années 80 est toujours aussi bien retranscrit, que ce soit dans l'esthétique mais aussi, plus étonnant, dans les sujets polémiques de l'époque, comme la panique du satanisme qui avait lieu dans les années 80-90 à travers la popularité de certains loisirs comme la musique métal ou encore des jeux de rôle type Donjons et Dragons. Une saison beaucoup mieux gérée que la précédente malgré la longueur de certains épisodes, mais avec des références plus subtiles et une intrigue plus fournie sans tomber dans le surplus, ce qui a permis d'avoir des scènes assez iconiques, dont une en particulier. Chrissy, this is from you. Et pour m'être fait la série pour l'écriture de cette vidéo, je peux le dire, la saison 4 est pour moi la meilleure saison avec la saison 1. Donc si ce n'est pas déjà fait, plongez-vous dans l'univers de Stranger Things, et si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série dans les commentaires. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Twitch, puisque c'est là où je suis en ce moment le plus présente, et à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour les vidéos à venir. Sur ce, à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!